Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue au webinaire de MemoBank et de Pandat sur les placements de trésorerie, quelles opportunités en 2023 sur vos PME, pour vos PME. Il est 11h30, on va attendre les 2 minutes de grâce habituelles pour laisser le temps à tout le monde de venir s'inscrire avant qu'on connecter avant qu'on lance le webinaire. Pour information, vous pouvez accéder sur la droite en bas à un petit sondage où on vous pose 2 questions. À savoir si vous avez un projet de placement de trésorerie et si oui, sur quel type de produit vous pensez plutôt investir. Vous pourrez éventuellement aussi poser des questions, chatter, on y répondra à la fin du webinaire. Et on va attendre encore 1 minute avant de commencer et de se présenter. Bon, je pense qu'on peut peut-être commencer à aller. On est une trentaine Ouais. déjà de connectés. Donc bonjour à tous, bonjour Ferdinand. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire organisé en partenariat avec MemoBank et Pandat. Comme je vous le disais, on va vous parler de placement de trésorerie aujourd'hui. Pour rappel, donc on a remis un petit sondage sur quels sont vos projets de placement de trésorerie. Ce sera intéressant que vous puissiez y répondre et s'il y a des questions qu'on discute à la fin de ce webinaire. Voilà. Pour commencer, on va se présenter. Ferdinand, est-ce que tu peux nous dire un petit mot? Ouais, merci Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Ferdinand Brunet, je suis le directeur financier de MemoBank. Donc j'ai un lourd passé bancaire depuis presque 20 ans maintenant. Et toujours dans la banque, banque de l'État ou banque corporate. Et donc sur MemoBank, on est une banque indépendante dédiée aux PME. On est lancé depuis septembre 2020 et on est une banque avec des chargés d'affaires. À toi Thomas. Oui, merci Ferdinand. Donc Thomas Forest, je suis le cofondateur de Pandat. Pandat est un courtier qui s'est créé en 2009, principalement à destination des entreprises pour trouver les meilleures solutions de placement de trésorerie. On travaille avec plus de 100 partenaires financiers pour permettre à nos plus de 1200 clients de déposer sereinement de l'argent sur de la trésorerie principalement sur des solutions simples, type compte à terme, voire d'autres produits plus dynamiques. Voilà, donc on continuer. On a un agenda aujourd'hui d'environ une demi-heure, 40 minutes, où évidemment on va d'abord revenir sur le contexte économique. Euh, on était il y a un peu plus d'1 an dans un environnement de taux négatif et très rapidement, suite à l'inflation notamment, mais on va revenir dessus, les taux sont passés à 3, 3,5, ce qui évidemment change beaucoup la donne. Beaucoup de chefs d'entreprise se posent des questions du coup sur les opportunités de placement de trésorerie, comment gérer leurs excédents de trésorerie, et on va essayer de revenir sur ce sujet-là. Tout au long du webinaire, on va essayer de vous apporter des éléments de réponse pour savoir si effectivement il y a un intérêt à placer ces excédents de trésorerie, et si oui, vers quelle solution, notamment en fonction des profils des entreprises, des besoins de liquidité, et bien sûr du contexte de taux. Et à la toute fin, évidemment, on prendra un peu de temps pour répondre à vos questions. Je vous invite déjà à les poser sur le petit bouton qui est tout en bas à droite ou dans le chat pour qu'on puisse, avec Ferdinand, y répondre à la fin. Donc le contexte économique, pour commencer, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, je prends une souris. Ferdinand, est-ce que tu peux nous apporter ton éclairage un peu, notamment sur l'évolution des taux? Ouais. Donc on vit une période super intéressante. C'est assez sympa parce que je crois qu'on a fait à peu près ce même webinaire, enfin très différemment, mais en tout cas sur les excédents de trésorerie il y a 1 an, et on était dans un contexte qui était complètement différent.
Donc, il y a eu un Big Bang. Big Bang, c'est vraiment l'inflation, alors liée à l'Ukraine, la consommation des ménages aux États-Unis qui ne faiblit pas. Il y a beaucoup de facteurs, mais qui font qu'il y a la reprise, notamment après le Covid, hein. Donc, tout ça a fait générer de l'inflation, et donc les banques centrales souhaitent lutter contre l'inflation et le plus rapidement possible, quitte à créer une récession. Qu'est-ce qu'on observe du coup? C'est que les banques centrales donc, disent aux banques, si vous voulez, vous pouvez replacer votre argent. Donc, c'est ce qu'on a le deposit rate. Si vous le mettez chez nous, on vous rémunère 3%. Et si vous voulez vous refinancer, on va vous prêter de l'argent à 3,5%. C'est les deux courbes qu'on voit. Et on voit qu'elles ont explosé sur on va dire, les 6 derniers mois, en tout cas depuis fin 2022. Là, on est donc à gauche, vous avez les principaux indicateurs, le Euribor 12 mois, donc c'est la moyenne auquel les banques se prêtent entre elles. Donc, on est à peu près à 3,72% donc sur un an. Donc, c'est des taux honnêtement, on n'a pas vu depuis 10 ans, 12 ans, enfin, en tout cas avant 2008. Ensuite, on a l'OAT de 10 ans. Donc, ça, c'est l'obligation du Trésor. Donc, la France va emprunter sur les marchés à un taux de 2,80%. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est très contre-intuitif, mais le taux à 10 ans est en dessous du taux à 2 ans. Donc, en fait, on est dans une période où voilà ce que pense le marché. Le marché se dit, la BCE va augmenter ses taux. Elle va les augmenter pendant un moment donné. Ce moment donné va durer en moyenne, on pense, 18 à 24 mois. On est plutôt sur 18 mois. Et ensuite, les taux vont rebaisser. Donc, on est sur une espèce de courbe qui fait une courbe qui a un pic qu'on atteint. Là, on pense... donc là, il y a différentes analyses qui sont faites et je vais y revenir. Mais en tout cas, on est proche du pic. Et ensuite, on va commencer à avoir une baisse des taux qui va se prolonger et qui, ensuite, sur des taux à 10 ans, vont redevenir normaux. Donc, c'est très intéressant ce paradoxe. L'OAT 30 ans, parce que l'État fait quand même des émissions à 30 ans d'obligations d'État, donc à 3,2%. On voit qu'on est proche des taux actuels. Donc, si vous cherchez du rendement sur 30 ans, ce ne sera pas plus, pas moins, quasiment que sur du 1 an. Et des comptes à terme à 12 mois. Et donc, les comptes à terme qu'on peut voir en ce moment, c'est en moyenne 3%. Ça, souvent, c'est proche du livret A. Il y a du plus ou moins. Il y a eu des programmes de dette des banques, et les banques ont qui s'appellent TLTRO. Et ces programmes-là, en fait, de refinancement qui ont été faits il y a 2-3 ans par les banques centrales, les banques maintenant doivent les rembourser et donc cherchent de la liquidité. Donc, on a vraiment ce système en ce moment où on a clairement une augmentation des taux, un pic dont on est proche, je pense, et ensuite des banques qui recherchent de la liquidité. Donc, ce prisme-là et ces deux facteurs-là font qu'il y a un certain nombre de rendements qui sont très intéressants. Est-ce qu'on peut dire un petit mot peut-être sur la trésorerie des PME aujourd'hui? Absolument. Tout à fait. Même chose, il y a un an, la situation était très, très différente. Il y avait notamment beaucoup de PGE, des excédents, on va dire quelque chose de relativement gonflé en termes de trésorerie. Et là, on est sur une période actuelle un peu d'attentisme de la part des PME qui ont des excédents, donc certains en ont, mais qui ont tendance à se creuser parce qu'il y a une certaine incertitude. Il y a moins de levée de fonds pour des boîtes de technologiques, il y a moins d'accès au crédit parce que les taux sont plus chers. Donc, on constate que on a des PME qui sont attentistes, qui hésitent entre investir ou attendre que ça passe, avoir un peu plus de visibilité. Et donc, une trésorerie qui a tendance à se creuser depuis 3 mois. D'accord. Malgré cela, on voit quand même qu'il y a des entreprises qui ont encore de la trésorerie, peut-être avec des besoins de liquidité plus importants. Quelles peuvent être en fait les solutions et surtout l'emploi qu'on peut espérer de ces excédents? Là aussi, est-ce que tu as un point de vue sur l'utilisation des excédents de trésorerie que les entreprises peuvent faire? Ouais, complètement. En fait, sur les excédents, il y en a vraiment de plusieurs types, mais il y a d'une manière générale, et c'est hyper important d'avoir ça, c'est toujours avoir une réserve financière d'urgence. C'est souvent ce qu'on dit, c'est garder 90 jours de renouer devant vous sur des supports qui sont pas placés. C'est souvent aller chercher du compte courant rémunéré, en tout cas quelque chose de disponible tout de suite, parce que voilà, c'est vraiment le principe, c'est avoir quelque chose de débloquable facilement en cas d'urgence. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est vraiment les excédents, les emplois pour financer les investissements. Clairement, c'est soit une croissance externe, acquisition de matériel, voilà, c'est de l'investissement, on va dire, relativement classique. Il y a la rémunération des actionnaires, évidemment. Ça peut être un bon moyen, hein. Et enfin, placer sa trésorerie. Donc,
L'idée, c'est de trouver le meilleur rendement et avec, on va y venir, mais le meilleur support possible selon le type d'entreprise que vous êtes. Sur la période de crise, bon, bah là, on l'a vu, je pense qu'on peut le passer. Pas de souci. Pardon, excuse-moi, je suis allé un petit peu loin. Est-ce que tu as des conseils, toi, Thomas, sur le placement des excédents? Du coup, sur les excédents, je pense qu'effectivement, si on pense à placer ces excédents, il faut d'abord se poser quelques questions sur notamment ses besoins de liquidité, sur la sécurisation de sa trésorerie. Évidemment, lorsqu'on est une PME, la trésorerie sert avant tout à pouvoir être utilisée, soit, comme tu disais, en cas d'urgence, soit dans le cas d'investissement. Et il faut d'abord penser à mesurer les risques et éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier en essayant de penser à diversifier les placements. Au-delà des placements sécurisés, vraiment aussi avoir cette approche de diversification qui est importante, assurer dans une large mesure, j'ai envie de dire, la liquidité pour faire face à des sorties, à avoir des capacités de paiement, avant de penser à la rentabilité. Il faut vraiment s'assurer que cette liquidité restante permette de couvrir les besoins qu'on a et la planification évidemment de ces besoins est très importante pour effectivement juger de ce qu'on peut effectivement mettre dans un fonds de cuve sur les choses plus longues et ce qu'on doit garder le plus liquide et le plus sécurisé. Les placements de trésorerie peuvent aussi accompagner les financements et faire baisser le coût de portage. On a beaucoup d'entreprises qui lèvent du crédit et qui ne l'emploient pas tout de suite, de la même manière que des entreprises peuvent lever des fonds et pas avoir besoin du cash dans un premier temps, et de se dire, bah voilà, j'ai un crédit à 4%, et en fait, faire du compte à terme à 3% me permet de baisser mon coût de portage pour essayer d'avoir une espèce de ligne de trésorerie finalement mise en place. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est intéressant à noter, hein, que les placements les plus court terme ne viennent pas forcément dégrader la notation. C'est-à-dire que si vous avez des emprunts et que vous les replacez, vous allez garder un endettement net qui va être égal, et donc vos capacités financières restent à peu près comparables. Et puis, bah, il faut se prémunir des risques, faire face aux imprévus. Et là, la liquidité est importante pour effectivement à tout moment pouvoir aller chercher de la liquidité. On l'a vu hein, pendant des cas de risques macroéconomiques, de crise sanitaire. L'importance de la liquidité, c'est toujours primordial pour les PME. L'optimisation des placements. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire un peu des cas des entreprises, Ferdinand? C'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est vraiment, on a vraiment des types d'entreprises qui sont très différentes. Donc, il y a vraiment ce besoin d'avoir une attitude qui est différente en fonction de chacune des entreprises. Typiquement, une entreprise en croissance, une entreprise qui vient de lever et qui a de la trésorerie et qui va faire de l'investissement, va avoir un comportement qui est complètement différent d'une holding et qui n'a pas forcément besoin d'argent ou d'investir cet argent dans le court terme. Donc, c'est ça qui compte, c'est le projet d'entreprise, court, moyen, long terme. Vraiment, c'est la base, mais c'est très, très important. En termes de type de placement, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des convictions de plus en plus fortes de la part des PME. Alors, particulier, c'est vrai, c'est d'actualité, mais ça se voit aussi au niveau des PME, c'est-à-dire cherchent des supports, des rendements, des financements qui sont verts, durables. Après, sur le montant à investir, toujours, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avoir cette poche de liquidité vraiment pour faire face à des risques. Donc, ça veut dire qu'il faut bien analyser, bien comprendre ce qu'on a comme excédent et donc qu'est-ce qu'on a comme opportunité avec 20 000 euros ou avec 1 million d'euros. On n'a pas du tout accès au même type de support. Horizon de placement, plusieurs mois, plusieurs années. Encore une fois, est-ce que c'est des excédents qui sont structurels? Est-ce que c'est des excédents j'ai levé, mais je sais que je vais avoir de la croissance, donc j'ai un excédent qui est pendant un temps, mais je ne peux pas placer sur 5 ans. Et enfin, le côté mesure du risque. Est-ce que c'est des excédents structurels? Je peux prendre un peu de risque. Je sais que c'est de la trésorerie. Je vais chercher du rendement, mais je ne vais pas forcément en avoir besoin. Donc là, on va plutôt avoir une tendance à prendre des risques ou à être offensif. Alors qu'au contraire, c'est vraiment de l'argent. Je vais essayer de le faire travailler, mais j'en ai besoin bientôt. Dans ce cas-là, il faut avoir une sécurité et être plutôt prudent ou être très prudent. En fait, après, il y a vraiment, nous, ce qu'on essaye de faire avec nos clients, c'est de faire l'exercice de se poser 3 grandes questions. La liquidité, en fait, finalement, quand est-ce qu'on pense avoir besoin
du cash, c'est à distinguer hein, de la durée de placement, mais c'est de se dire, j'ai aucun besoin de disponibilité, j'ai identifié vraiment une trésorerie stable, et je sais que je vais pas en avoir besoin. Et là, je peux me projeter sur des produits peut-être plus rémunérateurs, hein, mais évidemment moins liquides. Je peux avoir des besoins ponctuels, mais j'ai une visibilité sur 32, 90 jours, parce que je sais que les projets vont venir et que j'ai le temps de les préparer. Et puis j'ai un fort besoin de liquidité parce que j'ai une activité qui génère beaucoup de BFR, qu'à tout moment, je sais que j'ai des pics des paiements et que finalement, ne serait-ce que 5 jours est un horizon finalement trop long pour moi. Et ça va être très discriminant dans le choix des placements. Évidemment, quand on va aller vers des problèmes de liquidité fortes, on va plutôt s'orienter vers des produits type bancaire, comme compte courant ou compte à terme, où la banque garantit à tout moment le capital et la liquidité pour vous faire face à ces besoins de liquidité. Le deuxième aspect, c'est la durée de placement. Et là, il y a deux choses. On peut se projeter sur 2, 3, 4, 5 ans, tout en gardant quand même une liquidité. Il y a des comptes à terme qui peuvent aller jusqu'à 10 ans, par exemple, mais on peut récupérer son cash 32 jours, avec 32 jours de préavis. Mais ça permet de se dire quand même, de se poser la question, ce cash, dans le fond, qu'est-ce que je veux faire? Je pense que c'est vraiment mon fond de cul, c'est un placement un peu à durée presque indéterminée, ou au contraire, non, je sais vraiment que je vais placer plus de 5 ans. Et là, on peut clairement aller chercher des produits plus réguliers en rémunération, plus longs. On peut proposer des obligations, corporate ou bancaires, qui vont vous payer des coupons, des intérêts tous les ans pendant 5, voire plusieurs années, ou carrément même des fonds immobiliers qui vont vous verser des loyers. Et là, on va même carrément être sur des horizons de 10 ans où on sait qu'on n'a pas besoin de l'argent. Et puis bien sûr, le risque est un élément important. On ne peut pas tolérer du tout de perte en capital sur n'importe quelle durée. Et donc là, il faut revenir vers des produits simples, ou au contraire, on cherche à maximiser les rendements. Et là, il faut accepter de prendre du risque et avoir le temps. En général, hein, quand même, ces trois éléments sont quand même très liés. Lorsqu'on répond à l'un, on commence partiellement à répondre aux deux autres questions. Mais c'est vraiment les trois questions de base qu'il faut se poser avant de se projeter sur les éventuels placements et être à l'aise avec ses besoins de liquidité, sa durée de placement et le risque qu'on accepte ou non pour un objectif de rendement associé à ces trois éléments. Est-ce que tu aurais quelques exemples à nous donner pour que ce soit un peu plus concret? On peut penser à deux cas. Aujourd'hui, on a beaucoup peut-être de directeurs financiers ou de chefs d'entreprise de PME. Une PME qui aurait beaucoup de flux financiers avec une trésorerie moyenne assez stable peut en fait disposer de liquidités importantes. Mais si ça varie fortement, parce que malgré tout, il y a des encaissements et des paiements de fournisseurs qui peuvent être aléatoires, peut penser que des choses comme des OPCVM monétaires ou des comptes courants, typiquement comme MemoBank parfois peut proposer à ses clients, est intéressant. Puisque là, sans faire d'effort, tous les soirs, la banque va calculer un solde moyen et vous rémunérer l'excédent. Et ça, c'est vrai que c'est un produit pour les banques, pour les PME, pardon, qui est très simple à mettre en place lorsque vos banques vous le proposent, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais d'avoir une rémunération tous les soirs automatique. Vous avez vos flux sortants et entrants qui sont plugués dessus, et ça, c'est un cas assez commun. L'autre cas, on a des clients qui ont des holdings avec des objectifs plus patrimoniaux, où là, faire fructifier sa trésorerie dans une espèce de caisse de retraite, hein, quelque part, est un élément plus important, et privilégier la performance avec un degré de sécurité et de liquidité raisonnable, là aussi peut faire sens. Il y a des solutions de contrats de capitalisation, de fonds immobiliers ou de produits structurés qui, combinés, peuvent aussi être un mix intéressant où, par exemple, si on fait du contrat de capi, on met une grosse part de fonds euros qui va aujourd'hui permettre d'espérer toucher du 3, 3,5 net, puisque certains assureurs aujourd'hui reproposent des choses intéressantes avec une garantie de l'assureur, tout en panachant des unités de compte sur des aspects plus dynamiques, qui peuvent être immobilières, qui peuvent être indexées actions. Et ça peut permettre sur la durée, 4-5 ans,
d'aller chercher des rendements nets autour de ça, et plutôt stables, autour de 5%. Voilà un peu 2 cas qui me viennent comme ça à l'esprit, qu'on rencontre nos clients. Transition parfaite pour les slides d'après. Sur les différents placements, donc il y en a beaucoup, et la hausse des taux a rallongé en fait même la liste des produits qui peuvent être intéressants. On en parlait, le compte courant rémunéré, voire le PCVM monétaire, paraissent être des produits de base liquides à J+1, J+2, avec des rendements qui se sont bien améliorés. On a mis 2 étoiles. Quand on avait fait le webinaire avec Ferdinand il y a 2-3 ans, on avait mis 1 puisqu'on avait des taux à 0, voire même carrément négatif. On n'avait pas parlé de PCVM monétaire à l'époque parce que les taux étaient à -50. Mais ça, c'est pour la trésorerie un peu fluctuante. Ça nous paraît être des solutions simples, rémunératrices, puisqu'on peut aller de 0, parfois même 3% chez certaines banques, dans certains cas, qui accompagnent bien les PME au quotidien. Lorsqu'on identifie après un socle de trésorerie un peu plus stable, où on se dit, dans le fond, j'ai de l'argent, je peux piloter ma trésorerie sur plus de 32 jours, et je ne sais pas très bien combien de temps ma trésorerie va rester comme ça. Ça va peut-être être 3 mois, peut-être 6 mois, peut-être 5 ans, peut-être plus. Mais le compte à terme est une bonne solution. On va en parler dans le slide d'après, mais il y a des solutions à des 3% sur 1 an qui permettent vraiment d'optimiser cette trésorerie, pour le coup dormante, et qui est une réserve, une espèce de porte pour la soif lorsqu'on aura des projets, tout en restant hyper sécurisé, puisqu'on est sur des placements bancaires garantis par la banque. Il n'y a pas d'aléas liés au marché. Tout est contractuellement figé au départ. Et ça, c'est vraiment un produit intéressant. On peut aussi trouver des comptes à terme indexés sur les taux variables. Ferdinand parlait de la hausse des Euribor 3 mois. Ça peut être une façon, si on anticipe des hausses de taux, de capter ça. Mais on peut tout à fait aussi faire des comptes à terme à 5 ans et figer des conditions de taux sur 5 ans, parce qu'on n'est pas à l'abri que finalement la Banque centrale rebaisse les taux l'année prochaine et que les taux courts baissent. Et ça permettra de garantir une rémunération. Juste sur ce point-là, mais c'est vrai que les banques à l'heure actuelle n'en proposent. Il n'y a pas beaucoup en fait qui en proposent. C'est souvent comme une incertitude au niveau des taux. Les banques proposent du 3, 6, 1 an. Et si vous trouvez du 4 ans, 5 ans, etc., ce que disait Thomas, mais c'est vraiment intéressant parce que ça permet de fixer un taux et ça permet d'assurer sa trésorerie à un moment où les pics des taux sont là et de les fixer pour 4-5 ans. Une autre alternative dans une approche plus de diversification, c'est le contrat de capi et surtout la partie fonds euros, qui est une espèce d'équivalent de compte à terme chez l'assureur, qui aujourd'hui rémunère un peu moins, mais qui quand même peut permettre de diversifier, de ne pas tout mettre dans les banques, de mettre aussi chez les assureurs, des grands assureurs français notamment, et les rendements vont s'améliorer du fait de la hausse des taux, et que les assureurs peuvent racheter les obligations dans de très bonnes conditions. Là aussi, on est sur un produit liquide, sécurisé, qui garantit de l'assureur, avec des rendements qui vont mécaniquement monter cette année et les prochaines années. Si on fait un mix comme on l'avait fait, comme on en a parlé tout à l'heure sur les holdings patrimoniales avec des unités de compte, on peut même bénéficier de bonus qui permettent d'aller espérer des rendements nets sur le fonds euro de l'ordre de 4%, tout en gardant une liquidité garantie sur ces unités de compte par l'assureur. Et puis, les produits autres, c'est vraiment lorsque la liquidité n'est pas tellement un sujet, on cherche du rendement régulier dans le temps, où on veut profiter du dynamisme des marchés et aller chercher des rendements même qui est vraiment beaucoup plus intéressants, plus attractifs. Et là, on peut trouver des fonds immobiliers plus ou moins liquides. Le produit star, c'est la SCPI, qui est un fonds commun où finalement une société de gestion va investir dans de l'immobilier de bureaux, résidentiels, de santé par exemple, pour vous offrir des loyers récurrents de l'ordre de 4 à 5% et profiter, pourquoi pas, de revalorisation, même si en ce moment, avec la hausse des taux, on peut penser que les revalorisations de parts immobilières ne devraient pas trop se produire. Malgré tout, on est sur de la pierre, quelque chose de plutôt rassurant et qui, sur un horizon de plutôt 8-10 ans, doit permettre de chercher un rendement stable
de 5 à 6%. Par contre, ça peut être un produit moins liquide, notamment en particulier la SCPI, puisque lorsqu'on veut vendre ses parts de SCPI, il faut trouver un acheteur. Et alors aujourd'hui, il y a de la liquidité, mais si demain il y en avait un peu moins, ça pourrait mettre un peu de temps. Alors ça reste toujours plus liquide que d'acheter en direct des appartements. Et puis c'est plus simple, surtout parce que c'est de la gestion déléguée. Et ça, c'est une belle solution. Des produits qui aujourd'hui littéralement cartonnent, ce sont les produits structurés. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en discutant avec votre conseil, voire votre banquier, vous pouvez réfléchir à une structure qui va optimiser pour vous votre profil rendement-risque. On peut parler par exemple d'autocall qui vous permettent de profiter du dynamisme des marchés actions et d'aller capter des rendements de 5 à 20% sur parfois des occasions d'actions un peu décotées ou sur lesquelles on est assez confiante, tout en mettant des mécanismes de protection si jamais le cours de l'action de l'entreprise ou d'un indice se passait mal. On va avoir ces mécanismes qui, à échéance, vont vous protéger jusqu'à une certaine perte pour vous rembourser. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet de bénéficier du dynamisme des marchés sans forcément porter tout le risque, avec vraiment des rendements qui peuvent être attractifs, des espèces de petits paris sécurisés, si on peut le dire, pour dire comme ça. La liquidité, on a mis 1 parce qu'on pense quand même qu'il faut aller jusqu'à l'horizon du produit, mais malgré tout, c'est des produits qui peuvent se vendre de façon anticipée, mais par contre, il y a un prix de marché qui peut faire que ça peut se dégrader. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ça. Malgré tout, si on a besoin de récupérer son argent, contrairement à la SCPI, on peut, mais il peut être un petit peu décoté. Et puis un dernier produit qu'on a rajouté aussi cette année, c'est des obligations standards. C'est une dette, un type de créance. Concrètement, prêter de l'argent à un corporate ou à une banque. Ça peut être Air Liquide, Sanofi, des très beaux noms qui vont en fait finalement vous payer des intérêts, généralement à taux fixe et généralement annuellement. Euh, et c'est intéressant parce que là aussi, comme la SCPI, c'est assez stable. C'est sur une durée qui en général est de l'ordre de 3 à 5% et qui peut offrir des rendements de l'ordre de 5%. Ce produit, son objectif, c'est vraiment d'investir sur la durée, sur quelque chose qui sera remboursé par des belles signatures. Je parlais de Sanofi, Air Liquide ou des banques qui nous paraissent être voilà, des belles signatures. On peut éventuellement en sortir, mais c'est pas un produit dont, à notre sens, il faut imaginer acheter et vendre comme une action, mais plutôt porter jusqu'à la maturité. Donc voilà un peu la gamme des produits qui aujourd'hui fonctionnent bien, suivant les cas des entreprises, des plus liquides, plus sécurisées, à des choses un peu plus dynamiques, avec peut-être des perspectives plus patrimoniales. C'est ça. Et C'est si vrai on... que, Pardon, oui. Oui, pardon, pour faire le lien, mais c'est vrai que à l'heure actuelle, vu les rendements des comptes à terme qui sont relativement élevés et le mix risque-rendement, c'est vrai que le compte à terme apparaît comme quelque chose d'assez attrayant. C'est ce qu'on voit au niveau de nos clients. Donc nous, on propose chez Memo, mais un compte à terme, en fait, on vient juste de le lancer. On l'a créé parce que justement, il y avait des besoins. Donc on a pris un peu ce qui existait sur le marché. Il y a beaucoup de clients qui nous disaient qu'ils en avaient marre de faire des tickets de 10 ou 20 000 parce qu'ils disaient que quand ils cassaient leur compte à terme, ça cassait tout alors qu'ils avaient juste besoin d'une partie. Donc on a créé un compte à terme entièrement à la main du client. Pas de signature papier, pas de blocage, c'est-à-dire qu'on peut faire un retrait partiel et il n'y a pas de pénalité de retrait. Et il y a toujours cette notion de 30-32 jours. Je peux l'expliquer pour ceux que ça intéresse, mais c'est vraiment pour nos ratios de liquidité. Donc, les banques sont soumises à un certain nombre de ratios. Et donc, pour ne pas se pénaliser en termes de liquidité, on demande une sortie au bout de 32 jours. Et de notre côté, voilà, il n'y a pas de financement de l'énergie fossile. On fait un bilan carbone chaque année qui a tendance à s'améliorer chaque année. Et on fait attention à ce qu'on finance. Pour info, on prend de 5 000 à 10 millions d'euros et les taux qu'on propose, 3, 6, 12 mois, là on est sur de 60, de 80 et 3%. C'est un peu ce que je disais, ce qu'on disait au début, mais c'est qu'il y a une espèce d'incertitude quand même sur l'évolution des taux. On n'est pas tous d'accord sur ce qui va se passer. Je pense très sincèrement que dans les 3 mois qui arrivent, il devrait encore augmenter. Et après, voilà, il n'y a pas encore de consensus au niveau du marché pour voir si ça va rebaisser ou si ça va augmenter.
Je vois qu'il y a un certain nombre de questions. Ouais, Peut-être. on peut peut-être prendre les questions. Donc, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Donc, Sébastien Widmer, je m'oriente vers la souscription de compte à terme. Quel taux vous pouvez proposer sur une cible de 3 ans, sans malus de retrait, y compris les premiers mois, mais évidemment sur les bonifications ou intérêts, sous préavis de 31 jours. Je vais prendre cette question. Juste effectivement sur 3 ans, aujourd'hui, les banques peuvent peut-être anticiper des baisses de taux et toutes ne proposent pas des comptes à terme à 3 ans. On a vu, Memobank propose un compte à terme à 1 an et beaucoup d'établissements se limitent à 1 an. Pour autant, il y a effectivement des banques qui peuvent aller sur 3 ans, mais de façon un peu contre-intuitive. Les taux proposés à 1 an et 3 ans, voire 5 ans, ne sont pas très différents. On peut espérer trouver du 3,5, peut-être un peu plus, avec certaines banques, en particulier, je pense à des banques peut-être mutualistes. Sur les pénalités, ça va vraiment dépendre, mais comme les taux sont assez plats, disons qu'à partir de 1 an, on ne devrait pas trop avoir de pénalités, et dès 3 mois, on arrive à avoir des taux un peu dits progressifs, qui peuvent commencer à presque 2,5, un peu à l'instar du compte à terme de Memobank, et effectivement, les préavis sont de l'ordre de 32 jours. Voilà. Maintenant, chaque banque peut avoir sa politique et on peut trouver des comptes à terme sans pénalité qui vont tout de suite commencer à 3% avec des espèces de bonus pour arriver peut-être, j'espère, à 3,5 sur 3 ans. Alors, j'ai une deuxième question sur est-ce que vos placements sont garantis en dépôt sur 100 000 euros max FGDR? Les banques françaises le sont. Ferdinand, je pense que tu peux répondre sur ce Ouais, point-là. je vais la prendre celle-là. C'est vrai que toutes les banques françaises garantissent les dépôts à hauteur de 100 000 euros. De notre côté, nous, on garantit à 100 000 euros, pareil comme les autres banques. Assez souvent, je vous invite, on a fait un petit déjeuner cette semaine, on a traité la question sur comment bien choisir sa banque, mais d'une manière générale, regardez les ratios de liquidité, les ratios de solvabilité. Il y a des ratios pour les banques qui sont le LCR, donc tout ce qui est ratio de liquidité, ça va être supérieur à 100%. Les banques françaises sont honnêtement bien dans l'ensemble, voire très bien par rapport à ce qui se passe en Europe. On peut dire que la moyenne des banques françaises, c'est 150%. Et pour info, Memo, on est à 1700. Et sur les ratios de solvabilité, donc les banques doivent être au-dessus de 8 à 10%. Même chose, les banques françaises s'en sortent plutôt bien, il y a des gros capitaux. Les banques françaises sont vraiment par rapport dans la moyenne européenne, les banques françaises sont vraiment au-dessus du niveau. Et Memo, sur le ratio de solvabilité, on est plutôt autour de 60%, donc même chose, on est très au-dessus des autres. Je pense qu'on peut faire un petit cocorico. On a la chance d'avoir un paysage bancaire français plutôt solide par rapport à des voisins qui ont l'habitude d'être plus solides sur d'autres aspects. Je pense à nos amis allemands notamment. Petit cocorico pour le régulateur, c'est quand même lui qui fait que. Et le régulateur, on s'en plaint souvent, mais c'est vrai qu'il gère plutôt très bien les banques françaises. Et ce qui fait, ça explique aussi quand même beaucoup le niveau des banques françaises par rapport au niveau européen. Tout à fait. Maxime, quel est votre avis sur les placements de SCPI OPCI actuellement? N'est-ce pas un secteur à risque dans le contexte de hausse des taux? Alors, je vais prendre cette question. Sur l'immobilier, effectivement, la hausse des taux peut mécaniquement entraîner une baisse de la valorisation des actifs. Pour autant, nous, sur les placements des CPI immobiliers, sur l'immobilier de manière générale, on est plutôt sur des horizons longs, de 8 à 10 ans, sur lequel on espère quand même toucher des loyers de façon récurrente. Et la hausse de l'inflation, les loyers étant indexés sur l'inflation, doit mécaniquement aussi protéger cela. Donc si c'est pour faire un coup de quelques mois, non, je ne conseillerais pas, parce qu'effectivement, on peut peut-être faire face à des valorisations de valeurs d'expertise sur certains SCPI. Maintenant, ça va vraiment dépendre des secteurs. Le marché du logement, quand même, en reste relativement sous tension. Des bureaux prime sur Paris, on ne voit pas de prix baisser. Par contre, effectivement, des bureaux peut-être plus à la Défense ou autres, un peu plus compliqués. Nous, on reste quand même positif. Ça reste pour nous un outil de diversification dans une allocation plutôt patrimoniale et surtout sur du moyen terme, peut-être 5-10 ans, avec une volonté de capter des loyers réguliers et de profiter d'éventuelles revalorisations. Voilà, donc, et je dirais même plus, s'il y a des sous-valorisations, il y a peut-être des opportunités d'investir, profiter des décotes éventuelles de part de SCPI.
Alors, toujours Maxime, dans le même sens, les placements en fonds euros ne sont-ils pas risqués, liquidité, et aussi suite à la crise obligataire actuelle? Euh, alors, par la liquidité, je sais pas quel est le sujet. Les assureurs garantissent la liquidité, mais il y a un mécanisme dit de Sapin 2, c'est peut-être ça le sujet, où effectivement le Haut Commissariat aux assureurs peut éventuellement bloquer une partie de la liquidité, mais il faudrait vraiment un cataclysme pour qu'il fasse ça, et ça serait presque mortifère pour les assureurs, donc je ne pense pas, mais qu'on en arrive là. Mais sinon, on sort même très rapidement d'un fonds euro. Nous, on a quelques sorties de clients qu'on accompagne. En général, c'est 15 jours à un mois pour récupérer ces fonds. Il y a chez les assureurs énormément de réserves, de l'ordre de 5 à 6% qui correspondent à des réserves que l'assureur a, qui permettent de faire face effectivement à la baisse des valorisations des obligations. Il faut bien aussi prendre en compte que avant, les assureurs avaient des obligations qui s'étaient extrêmement revalorisées et qui n'avaient pas été comptablement incluses dans le prix des fonds euros. Donc l'un dans l'autre, on est quand même assez serein. Qui plus est, les assureurs mettre en place des offres pour continuer à recollecter et à réacheter les obligations dans les bonnes conditions aujourd'hui. Donc à notre sens, pas d'inquiétude sur le risque des assureurs, même si d'une manière générale, quelles que soient même les banques ou les produits, il faut toujours réfléchir au risque, à la diversification. Quentin, les obligations 3-5% correspondent à quelle notation? Triple A, triple B. Alors triple A, il n'y en a pas beaucoup, pour être franc. Mais des actions bancaires, par exemple, sortent à 3 ans autour de 4%. Ouais. Et c'est plutôt noté A+, A. Voilà, c'est sûr que si vous allez chercher du triple B, ça va être un peu plus que ça va être peut-être 6%. Mais il y a vraiment de très belles signatures qui sortent des rendements, peut-être, enfin Air Liquide ou des signatures comme ça, autour de 3%, qui sont notées double A. Voilà, donc ils sont vraiment des bonnes signatures. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de discuter soit avec un conseiller, un banquier, pour fixer avec lui le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter ou non. Et évidemment, quand il y a un rendement, il y a un risque, il faut l'identifier, il faut être à l'aise avec et l'accepter et pouvoir le suivre dans le temps. Si on vous propose des obligations à 10%, ça doit vous poser des questions sur le risque associé à ces 10%. Et si vous avez des obligations à 2%, on peut espérer qu'elles soient très sécurisées. Ouais, je suis complètement d'accord, hein. Il y a une nouveauté qu'on voit vraiment, c'est sur la partie énergie fossile ou sustainability, où vraiment il va y avoir des obligations qui vont vous permettre d'aller chercher plus de rendement. Typiquement, un Total, sans le citer, mais vont peut-être aller chercher plus de rendement, mais il faut voir ce que vous financez derrière. Donc c'est toujours ça d'avoir en tête un peu qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière, qu'est-ce que vous faites de votre argent. Alors, Maxime, quel produit structuré proposez-vous de chez qui? En toute sincérité, on peut proposer beaucoup de choses. Chez Pandat, on ne fait quasiment exclusivement que du produit dédié. On a très peu de produits de campagne. Donc on peut vraiment construire ou vous faire bénéficier d'un produit qu'un client fait pour une grosse taille pour vous rattacher à ce produit-là. On peut faire des produits type autocall indexés sur des actions ou sur des indices. On peut vous faire des produits taux très sécurisés où vous allez jouer un différentiel je suis un peu technique peut-être, hein, mais de taux, voire prendre un peu de produits indexés sur des risques de crédit. Voilà, on peut répliquer par exemple la performance d'une obligation en disant je veux faire ce qu'on appelle une CLN sur une signature comme Bouygues, et chez qui principalement avec des banques françaises de premier plan, mais aussi des banques anglo-saxonnes. On a peut-être, je pense, une vingtaine d'émetteurs avec qui nous travaillons pour des tailles dès 100 000 euros à plus. Voilà, donc on peut vraiment proposer beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on fait un partenariat avec Pandat et qu'on fait ce webinaire-là, c'est que nous, on ne propose pas encore chez Memo, mais l'idée, c'est que vraiment Pandat propose des produits adaptés à votre besoin. Alors, pouvez-vous proposer des produits structurés, Damien, pardon, sur du plus court terme intéressant pour une trésorerie d'entreprise? Oui, on fait des produits, par exemple, à 1 an, capital garanti, puisque les taux ont bien remonté. On peut vraiment même construire des produits indexés sur des EPC simples, avec des capitaux garantis assez fréquemment, sur les indexations, plutôt du taux que des actions, évidemment, pour du court terme.
Question de Laurent. Nous avons souscrit une SPICAV en 2017, mais le rendement est assez faible, de l'ordre de 2%. Est-ce que cela vaut le coup de casser ce contrat pour le repasser sur un autre support? Alors, le rendement semble faible. Il faudra que j'ai le détail de votre produit pour savoir quelles sont les conditions de sortie. Mais si effectivement vous pouvez sortir sans pénalité, et vu que vous êtes sur des rendements de l'ordre de 2%, bon, comme ça, je dirais, faites un compte à terme à 3 ou 4% de façon simple. Si les conditions de sortie vous le permettent. Après, je ne sais pas quelles sont les perspectives, sur quoi il est investi et qu'est-ce qu'on peut espérer comme rendement futur. Donc, c'est un peu compliqué de répondre à cette question. La partie produit structuré, êtes-vous l'entité qui construit les produits ou bien il y a un intermédiaire supplémentaire entre vous et les banques? Alors, chez Pandat, on a effectivement un intermédiaire qui s'appelle Finaval, qui est un courtier spécialisé avec qui on travaille sur ces aspects-là. La question est posée 2 fois. Donc, Ah bon. Et bonjour, proposez-vous des produits type compte à terme en USD? J'ai une filiale aux US que nous allons devoir financer dans les mois à venir. Le taux de change euro-dollar aujourd'hui m'irait bien. Je souhaiterais changer mes euros en USD et les placer, mais plutôt en Europe. Est-ce que cela est possible? Alors, chez Memo, on travaille sur ça en ce moment, sur obtenir des comptes en devises, notamment USD. Ça devrait être prévu pour l'année, mais pas encore là tout de suite. Donc, nous, nos comptes à terme sont uniquement en euros. Possibilité, par contre, de transférer de l'argent dans tous les pays du monde grâce à Memo en devises. Oui, bon, nous, on a plus de 70 partenaires bancaires. Toutes les banques ne proposent pas des comptes à terme en dollars, mais nous avons des banques qui font du dollar et nous en faisons, comme de la livre sterling, comme d'autres devises. Donc oui, les taux sont effectivement plus intéressants aux États-Unis, modulo effectivement le risque de change qu'on peut éventuellement pas ou prendre. Mais c'est vrai qu'il y a des clients qui ont même des raisonnements en devises, avec des encaissements en devises, et qui, par notre intermédiaire ou avec leur banque, placent en devises, en particulier en dollars. Compte à terme en USD, très bonne idée, il faut le créer. On y travaille. Hein. Dès que vous avez des envies de produits, on les met dans notre queue list. Bon, voilà, ben on a à peu près tenu le délai, midi 12, 40 minutes. On espère que ce webinaire vous a intéressé. Ferdinand, ainsi que moi-même et nos équipes de chez Memo et de Pandat sont à votre disposition pour continuer les échanges, répondre à éventuellement d'autres questions. Et puis encore une fois, on vous remercie. Merci Ferdinand pour tes éclairages. Merci Thomas. Et puis écoute, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.